Ciao à tutti, bienvenue dans le podcast Stylé Juve, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité de la Juventus. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2019. On espère qu'elle sera remplie de succès pour la Juventus. On espère qu'elle nous apportera enfin la coupe dont je n'ose même plus prononcer le nom, tant elle nous fuit depuis ces si nombreuses années. Et puis on reprend aujourd'hui le podcast après une petite absence autour des fêtes et une petite reprise en douceur aujourd'hui avec Calo. Salut Calo et bonne année. Salut et bonne année à tous, joyeux Noël et tout ce qui va avec. Voilà, je vous embrasse. Et puis retour du podcast, c'est aussi parce que la Juve a fait son retour. C'était samedi soir contre Bologne en Coupe d'Italie et puis pas de problème pour la Juve, c'est passé, victoire 2-0. 2 buts de Bernardeschi et de Moiskin donc qui permettent à la Juve d'accéder au quart de finale. Calo, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Alors le match contre Bologne, inutile de lui parler du match lui-même. Je veux dire, au risque de passer encore une fois pour un prétentieux, on jouait contre une équipe en méforme, avec un effectif pas à la hauteur et surtout, à mes yeux, un entraîneur en carton, parce que Inzaghi, donnez-lui un chapeau de trappeur, tu vois, les chapeaux avec une queue de raton lameur, et qu'il aille chasser du castor au Canada, parce qu'il n'a pas sa place sur un banc de Serie A. Bref, pour moi, vraiment, le match était une formalité. Tellement une formalité qu'à un moment, t'as Douglas Costa, je sais pas si tu te souviens, il a fait un retourné et un joueur du Bologne a mis sa tête. Et là, je me suis dit, mais quel casse-couille celui-là, c'est de l'acharnement thérapeutique là. Vous avez perdu de toute façon, on laisse Costa mettre son putain de retourné. Mais non, il a pas voulu. Bon, écoute, à la fin, on a gagné contre une équipe aussi médiocre. Je suis désolé, mais c'est la base. Par contre, il y a deux choses qui méritent d'être discutées sur ce match-là, ou plutôt deux personnes. Premier, c'est Spinazzola. Alors moi, j'ai vraiment été agréablement surpris. Pas par son talent, parce que j'ai suivi quand même le mec à l'Atalanta et je savais de quoi il était capable, quoi. D'ailleurs, il avait fait 2 saisons absolument magnifiques. Et d'ailleurs, soit béni Gasperini, parce qu'après avoir été trimballé en prêt dans tous les petits clubs d'Italie où on le faisait jouer dans des positions improbables, ailier, mezzale, etc., voire pas jouer du tout, c'est Gasperini qui l'a fait exploser en lui trouvant son poste définitif. Bref, j'ai pas été surpris par son talent, mais par son sang-froid. Je veux dire, le maillot de la Juve, c'est quelque chose qui pèse. Quand tu l'as sur toi, tu as de la pression. T'as tout le monde qui te juge. T'as peur de faire mal. Et puis le mec, on va pas se cacher, il est en train de jouer sa carrière. Je veux dire, il faisait un mauvais match. Il était en prêt en direction de Bologne. Et c'est pas dans ce club de mort que tu vas briller, quoi. Donc vraiment, une partie de sa carrière, il a joué sur ce match-là. Et là, non. Aucune pression. Spina est rentré sur le terrain like a boss. Il a joué comme à l'entraînement. Un sang-froid vraiment de vétéran, quoi. Incroyable. À un moment, un truc qui m'a marqué, t'as un Bolognais qui centre, t'as Spina qui intercepte le ballon du gauche, du droit, il fait un coup du sombrero au-dessus de l'attaquant, et calmement, sans panique, il fait une petite relance toute propre, tu vois. Et là, je me suis levé chez moi comme un Mongol et j'ai applaudi tout seul, quoi. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé sa prestation. Et j'espère vraiment qu'on va pas le garder. Je suis très heureux, oui, je suis très heureux moi aussi de voir qu'il a brillé pour son premier match officiel avec la Juve, parce que c'est un joueur en plus qui lui voulait vraiment porter ce maillot. On sait qu'il avait voulu écorter son prêt à l'Atalanta l'année dernière et la Juve a fait le forcing jusqu'au bout. Ils n'ont pas réussi à négocier l'accord, mais voilà, il était presque terrorisé à l'idée que le train soit passé. Et donc je suis vraiment très heureux, voilà, qu'un jeune du centre de formation, parce que lui il vient du centre de formation et finalement réussi à se faire une place. Je te corrigerai juste sur l'entraîneur clé pour lui. Je pense que ça a été surtout Bisoli à Pérouse, parce que c'est lui qui a dit, écoute, t'es un bon ailier, mais moi je vais te transformer en latéral. Et c'est en série B à Pérouse qu'il a vraiment éclaté en fait, et qui s'est transformé en latéral en fait, qu'il a pris le boulot. Et puis après, évidemment, Gasperini, on sait que c'est un excellent coach avec les jeunes, et il a vraiment magnifié son talent et il l'a transformé en un joueur vraiment prêt pour la Serie A. Ok, alors je vais juste dire une dernière chose sur Spina, parce que sinon après je vais oublier, tu vois, excuse-moi de te couper. Mais et ça c'est clairement subjectif, c'est que j'aime pas tellement les latéraux gauche-droitiers. Je veux dire, parce qu'un latéral gauche-droitier, quand il déborde son adversaire et se retrouve sur la ligne de but, soit il centre avec son mauvais pied, mais bon, le résultat c'est souvent du Mitroglou, tu vois. Soit il temporise un instant pour se remettre sur son bon pied, mais bon, il perd une seconde et demie, et ça laisse le temps aux défenseurs adverses de se repositionner. Et ça c'est un truc qui me dérange un peu. Après, le bon côté, l'avantage d'un latéral gauche-droitier, c'est qu'il peut
dans sa course, repiquer vers le centre à 20-30 mètres du but pour frapper ou faire une passe en profondeur. Généralement, tu vois, c'est assez létal parce qu'il y a personne qui l'a au marquage, donc il est assez libre. C'est un peu comme Marcello fait au Real, tu vois, mais lui il est ambidextre, donc forcément ça aide. Et c'est comme Maldini, le mec était naturellement droitier, ça y a très peu de gens qui le savent, mais comme il était 100% ambidextre, ben voilà, personne l'a remarqué, quoi. Voilà, ça c'est le premier joueur on passe au deuxième joueur peut-être de ce match. Alors juste comme tu l'as dit justement, tu as évoqué le prêt à Bologne. Bologne était déjà intéressé avant, mais après ce match-là, ils sont vraiment revenus très fort à l'attaque pour le demander en prêt à la Juve. Allegri, il a très bien résumé la situation. Il a dit pour le moment, il reste parce qu'avec Cuadrado blessé, j'ai besoin d'avoir 4 latéraux. Et il dit par contre, si on lui trouve un remplaçant, ça serait peut-être pas mal qu'il aille chercher un temps de jeu digne d'un titulaire, en gros, pour d'ici la fin de saison. Est-ce que pour toi, il faut garder à tout prix Spinazzola ou on a entendu par exemple aujourd'hui que la Juve se serait renseignée sur Emerson Palmieri de Chelsea pour éventuellement permettre à Spinazzola de revenir vraiment de sa blessure et de retrouver un peu plus de temps de jeu. Alors, Emerson Palmieri, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. D'ailleurs, entre moi et la Juve, il y a vraiment quelque chose de spécial, parce qu'à chaque fois que j'aime un joueur, la Juve s'intéresse. Quand j'étais gosse, j'adorais David Platt, un joueur anglais, c'est le capitaine de l'équipe d'Angleterre, et la Juve l'achète, etc. Ça arrivait plein de fois dans l'histoire. Et là, un joueur que j'aime, je comprends pas pourquoi il a pas réussi à Chelsea, la Juve s'intéresse. Mais ouais, mais enfin, je vois pas trop l'intérêt dans le sens que prêter un qu'on a pour aller acheter un autre. Et puis, qu'est-ce qu'on fait à la fin de la saison? On se retrouve avec 3 latéraux gauche de haut niveau, parce que tous les 3 internationaux. Je sais pas trop. Moi là, C'est un peu ma crainte parce que c'est clair qu'il a besoin d'un temps de jeu et que Allegri a clairement fait comprendre qu'il l'aurait pas à la Juve et c'est dommage parce que même si évidemment le titulaire c'est Alexandro, on peut imaginer qu'avec la Ligue des Champions qui va revenir, il aura des occasions de jouer. Surtout que lui, il peut jouer à la fois en défense, mais il peut encore jouer en attaque. Il l'avait fait aussi à l'Atalanta. Donc je pense que le temps de jeu il peut quand même en avoir un petit peu plus à la Juve et c'est vrai que j'aurais un peu peur que s'ils partent aujourd'hui en prêt et qu'effectivement on fait venir un joueur derrière comme Palmieri, ça chance pas finalement. Donc c'est une situation un peu complexe. bah c'est ça. Et qu'encore une fois, il va pas briller à Bologne, quoi, parce que le club est vraiment dans la merde, ça joue mal, l'entraîneur est pas terrible, donc voilà. Non, je comprendrais pas trop. Comment dire ce mercato là, c'est un truc que je comprendrais pas trop. Sinon jouer, oui, il va jouer. Ce qu'il y a, c'est que Allegri n'a pas dit qu'il ne jouerait pas, il a dit qu'il jouerait pas assez, vu que c'est un joueur qui revient de blessure, il a besoin de beaucoup de temps de jeu. Il n'a pas besoin d'un match sur 3, il a besoin de jouer beaucoup, et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il disait qu'il avait besoin d'être titulaire dans un autre petit club, quoi. Sinon jouer, oui, il va jouer, on va pas jouer avec un seul arrière latéral gauche tout le restant de la saison, c'est juste impossible. Demain, t'as Alexandro qui a mal à la tête, on fait quoi? On fait jouer Deschilly de l'autre côté avec son mauvais pied en plus. Non, c'est juste pas possible. Non, il faut le garder. Un autre joueur qui a brillé, c'est Keane. Et Keane, il a marqué son deuxième but avec la Juve dans le même stade. Le Delara, c'était déjà dans ce stade-là qu'il avait marqué il y a presque 2 ans, son tout premier but avec la Juve. Et donc là, il était très attendu pour un peu son grand retour sous ce maillot-là, et il n'a pas déçu. Bah ouais, 18 ans. Le mec a 18 ans. Je veux dire, on s'en rend pas compte parce que ça fait 3 ans qu'on en parle. Tu vois, il y a 3 ans, on en parlait quand il était chez la Primavera. L'année dernière, il était en prêt à Kiev ou à Vérone, je sais plus lequel des deux. Et Allez, hélas. à l'Hélas, voilà. Et cette saison, voilà, il est dans l'effectif totalement. Donc ça fait 3 ans qu'on en parle, mais le mec, il a 18 ans, quoi. Alors c'est clair, il est pas fini. Faut pas se faire d'histoire. C'est encore un fruit un peu vert, tu vois. Mais c'est un prédestiné. Ça se voit, ça se sent. Il a fait un bon match. Il a mis son petit but au KLM, tu vois. Il a bien joué, il a fait quelques petites erreurs de positionnement, je vais pas te mentir, mais bon, ça c'est parce que tu vois, j'ai un peu joué au foot et j'adorais tout ce qui était tactique, donc ça je les remarque. Mais bon, ça s'apprend, il y a pas de problème, positionnement ça s'apprend. Il doit clairement prendre 10 kilos de muscle parce que même s'il a l'air correct physiquement, il manque d'équilibre dans les duels, ça se voyait avec les défenseurs adverses, un petit coup d'épaule, il perdait un peu l'équilibre et tout, ça avec le muscle, il va le prendre et ça va améliorer encore son jeu. Après, s'il est pro, s'il est bien conseillé, s'il a une bonne hygiène de vie, il est possible, alors faut pas s'emballer, mais il est possible qu'on tienne le nouveau Drogba. Ah, voilà, j'en dirai pas plus, pour pas attirer les mauvais, la scoumoune sur nous. J'en dirai pas plus, mais moi j'y crois.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son sens du but. Je trouve que tu sens qu'il est aspiré par le but et puis il est opportuniste. Il marque presque un but de renard. Là, voilà, il en profite bien d'une petite erreur de la défense, une frappe contrée. Et oui, et puis il a cette vivacité. Non, enfin, c'est un joueur très atypique. Je trouve il est souvent comparé à Balotelli, alors que c'est vraiment deux profils qui ont rien à voir. Et je pense que c'est plus parce que lui est fan de Balotelli et puis parce que voilà, c'est deux attaquants black italiens, c'est des profils encore assez rares, donc forcément on fait les comparaisons. Mais il a vraiment rien à voir avec Balotelli. Il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus vif, et ouais, c'est vraiment presque un ovni des fois, je trouve, des profils comme ça, on n'en voit pas beaucoup en ce moment parmi les jeunes Italiens. Et du coup, la question est la même que pour Spinazzola. Là, il est resté, on a dit 6 mois on a dit s'entraîner aux côtés de Cristiano Ronaldo, qu'il apprenne à ses côtés, et puis on parlait ensuite éventuellement d'un départ en prêt en janvier. Et puis là, ça a l'air un peu bloqué. Est-ce que pour toi, on peut apprendre à l'entraînement, même avec les plus grands joueurs, ou normalement on a quand même besoin de jouer, non? Ouais, mais à mon avis, c'est pas la raison réelle, c'est la raison officielle. La raison réelle, d'après les échos que j'ai pu entendre sur Top Planet, qui est une chaîne dédiée à la Juve, d'après les échos, maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas, c'était que l'année dernière, il avait une vie pas à la Balotelli, il allait pas tirer avec un flingue au milieu de la ville comme l'a fait Balotelli, non, 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 mais il avait des petits problèmes de professionnalisme, etc., etc. Et la Juve se dit, ce mec-là, il a trop de talent. On va le garder chez nous pour pouvoir le surveiller et lui apprendre c'est quoi le professionnalisme, quoi. C'est quoi quelque chose de carré, comment doit aller sa carrière, parce que le mec c'est simplement un diamant brut, quoi, et on peut pas se permettre de le perdre comme a été perdu Balotelli. Donc à mon avis c'est la raison principale pour laquelle on garde, et aussi parce qu'il y a quand même un minimum de rotation, hein, je veux dire, en neuf pur, on a Mandzukic qui peut jouer à ce poste-là, et on a Cristiano Ronaldo, mais qui n'est pas vraiment un neuf pur, mais bon, il peut jouer à ce poste-là aussi. Bon, on n'en a pas d'autres, hein. Imagine, Au final, on ne l'a pas vu, à part une petite entrée en Ligue des Champions, on l'a pas du tout vu sur la première partie de saison. Non, 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 mais je suis d'accord avec ça. C'est même bizarre qu'ils rentrent pas au moins dans les fins de match, tu vois, quand le match est plié. C'est même bizarre, mais oui, non, mais on doit le garder. Il nous faut quand même des remplaçants, hein. T'imagines? Parce que je me dis que avec aujourd'hui, il y a une prolongation de Mandzukic qui est dans les tuyaux, et apparemment il y aura absolument aucun problème pour la signer puisque le joueur et le club sont vraiment sur la même longueur d'onde. Donc je me dis, on est en train de le faire chauffer, mais même la saison prochaine, et finalement, quand on voit les joueurs qu'on a en attaque, alors il y aura peut-être des mouvements sur le mercato, mais c'est pas gagné pour lui d'avoir une place même l'année prochaine. Oui, mais ça, on ne sait pas, hein. Je veux dire, le mec, l'année prochaine, Mandzukic, touchons du bois que ça n'arrive pas, il a un petit coup de mou dû à l'âge. Lui, il arrive, il met un doublé alors qu'il rentre à la 60e minute, et voilà, la place, elle est gagnée, hein. Je veux dire, il y a d'autres joueurs comme ça, hein. T'avais Del Piero Baggio, en gros, c'était ça, hein. T'avais Baggio qui était la star indiscutable. Del Piero, on l'a fait rentrer une fois, il a cartonné. On l'a fait rentrer 2 fois, il était cartonné. En fin de saison, on a vendu Baggio, quoi. Il avait eu une blessure et on l'a vendu. On se dit, non, on en a un qui est tout aussi fort, quoi. Donc, tout peut changer très vite, hein. Il a toutes les cartes en main, il a le talent. Donc, Tu parlais d'entourage, on sait que son agent c'est Raiola, lui il a eu tendance en plus à le proposer un peu à des clubs néerlandais. Est-ce que ça t'inquiète de le voir sous l'aile de Mino Raiola? Inquiète? Non, pour moi Raiola c'est un des meilleurs agents du monde, hein. Raiola, moi il y avait un interview de Ibrahimovic. D'ailleurs j'ai mis une partie, parce qu'il parle de Raiola pendant 20 minutes, c'est juste pas possible de le mettre. Non, 20 minutes j'exagère, mais 10 minutes, c'est juste pas possible de le mettre sur Twitter. Mais à un moment il dit, Raiola lui a posé une question, il lui a dit, tu veux être le joueur le plus riche ou le plus fort du monde? C'est le joueur qui choisit, hein. C'est le joueur qui dit oui, ce qu'il désire faire. Si un joueur dit à Raiola, je veux gagner le plus d'argent possible, Raiola va te trouver un club de merde parce que tu vas gagner beaucoup d'argent. Si après il te dit, je veux devenir le meilleur joueur du monde, il va te trouver un joueur qui correspond à ta progression, qui va te faire progresser, qui va te faire jouer mieux. Moi, quand on dit Raiola, c'est le mal des joueurs, non, non, tous les joueurs disent le contraire, hein. Alors pour clore un petit peu le sujet Keane, enfin on va s'écarter plutôt du sujet Keane, mais c'est en rapport avec lui. Il y a eu donc une suspicion de cris racistes qui a été vite balayée finalement par les instances, et ça t'a fait réagir, ça, non? Ça m'a fait réagir. Je vais te laisser donner ton avis après. Je vais pas prendre tes arguments. On en a discuté un peu avant le podcast, mais moi je vais donner mon avis généraliste. Alors mon avis je suis le seul responsable de mon avis, hein. C'est pas style Juve et Fio n'a rien à voir là-dedans. Alors je suis sûr qu'il est en train de trembler, il va se dire mais qu'est-ce qu'il va dire encore. Donc il y a pas de souci, c'est mon avis à moi et j'en suis le seul responsable.
Alors pour moi, c'est clair que c'est quelque chose d'inadmissible, ces bouts racistes. Je veux dire, à ce niveau-là, évidemment, c'est du racisme, mais c'est au-delà. C'est un manque de culture, c'est un manque de savoir-vivre incroyable. Je veux dire, vous allez parler avec un lettré d'extrême droite. Je parle pas du facho de base qui boit son vin rouge au PMU du coin. Non, je parle du racialiste qui étudie Maurras et qui a un minimum de culture. Mais même lui va pas faire des cris de singe quand il voit un joueur noir. Je veux dire, il a beau pas les aimer, mais il va pas s'abaisser à ça. Là, encore une fois, oui, c'est du racisme, oui, c'est honteux, mais c'est du racisme, c'est un problème de culture, c'est de la stupidité, c'est tout ça réuni. Ouais, moi, j'ai déjà parlé à ces gens-là, hein, ces gens des courves et comment on dit, le tifo organisé. Et c'est toujours la même chose. Ils te disent, mais nous, en fait, on n'est pas raciste. On fait juste ça pour déstabiliser le joueur. C'est comme quand on dit à l'arbitre que sa femme est une pute. On s'imagine bien que sa femme ne fait pas de relations sexuelles tarifées. On dit juste ça pour l'emmerder. Alors moi, je veux bien comprendre qu'à leurs yeux, bien sûr, c'est pas du racisme. Qu'ils font juste ça pour déstabiliser les gens. Mais il y a des choses qui se disent pas. Jamais. On n'abaisse pas un être humain au niveau d'un animal, quoi. Et puis, comment se permet de juger une personne sur sa couleur? Enfin, c'est au-delà de ma compréhension, vraiment, vraiment. Alors, oui, il faut que ces bouts, même si c'est que 5% du stade, parce qu'encore une fois, c'est qu'une partie de la courbe, ce n'est pas le stade qui fait ça, mais même 5%, c'est beaucoup trop. Il faut que ça s'arrête immédiatement. Il faut que la fédération trouve une solution. Et oui, bien évidemment, je condamne à 100%. Mais ceci étant dit, je n'accepte la leçon de personne, hein, parce qu'au niveau racisme, je ne vois pas qui est-ce qui est réprochable. Mais tous, hein, blancs, noirs, arabes, le racisme, il est absolument partout. Je veux dire, moi je travaille dans le milieu de l'immobilier, et je peux te dire que 90% des propriétaires blancs me disent « je ne désire pas louer à des Africains ». Tu vois ? Et pourtant, on parle de quartier UP, l'Africain qui va louer, c'est des diplomates, hein. Ben, ils n'en veulent pas. Et ces gens-là, tu vois, tu parles avec eux, jamais tu te dirais qu'ils pensent ça. Ces genres de personnes à te dire oui, mais les Italiens, regardez, ils font des bouts racistes, hein, etc., etc. Eux, parce que eux, c'est des progressistes, mais alors qu'ils sont également racistes. Et c'est pareil dans toutes les races, dans toutes les ethnies, même les Maghrébins. Je veux dire qu'une fille aille présenter un maître Gims comme fiancé à son papa Abdel, qui travaille sur le chantier. Tu vas voir que 50% du temps, il va pas être bien reçu, hein. Quant aux blacks, eux aussi, c'est les plus racialisés que je connaisse, quoi. C'est une constatation. Je veux dire, tu vas sur Twitter, j'avais vu une fois une photo d'un couple mixte. Tu vois, c'était des gamins de 18-19 ans qui avaient fait une photo d'eux, et 90% des commentaires racistes venaient de blacks, hein. Ouais, regarde, le mec, il a pas de lèvres, comment tu oses te mélanger ton sang à celui-là, etc. C'est pour te dire, alors évidemment, j'ai donné des exemples du côté sombre, hein. À côté de ça, t'as des gens tolérants et fantastiques de tous les côtés. Mais le racisme, il est partout. Et la leçon aux Italiens, je veux dire, il y a personne qui a le cul propre dans cette histoire, hein. Oui, alors moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça va au-delà du racisme, c'est-à-dire que c'est de la pure stupidité, parce que les mêmes qui vont faire les bouts racistes, disons si à la Juve il y a eu des cris racistes pour Koulibaly, c'est les mêmes qui vont s'exalter pour un dribble de Matuidi, enfin c'est rare ça, mais pour voilà ce que Pogba faisait par le passé par exemple. Mais moi ce que je constate surtout, c'est que les institutions, malheureusement, elles sont complètement dépassées face à ce cas-là. Je veux dire, on se rappelle que le président de la fédération italienne de football, il y a encore pas si longtemps, il disait que Opti Pogba mangeait les bananes, enfin un truc totalement raciste et hors du commun. Et puis là, sur le cas de Bologne, justement, alors à Milan et à Turin, quand il y a des bouts racistes, il faut fermer la tribune, il faut faire même tomber le stade, hein, si je veux vraiment aller à l'extrême justement, pour caricaturer un peu. Mais là par contre t'as des cris racistes à Bologne et il y a eu une espèce de mobilisation qui a dit non mais en fait c'était des bouts mais c'était pas des bouts racistes. Alors visiblement il y a des règlements en géographie variable, c'est-à-dire qu'à Turin, à Milan, c'est des cris racistes mais ça ne l'est pas forcément dans d'autres villes. Donc, donc c'est quelque chose qui doit cesser. Je suis absolument d'accord avec toi, mais là encore une fois, moi je suis très très déçu de voir à quel point les institutions sont à la ramasse face à ce genre de problème-là. Ils sont parce que c'est pas facile. Je suis pas là pour le défendre, hein. Évidemment, ils doivent trouver une solution. Ils sont payés pour ça, et c'est pas à moi de la trouver à leur place, hein. C'est sûr. Il y a aucune excuse. Mais c'est pas facile. Je veux dire, imagine. Je sais pas moi, t'es l'équipe adverse, t'es en train de perdre le match, tu dis bah on va faire des bouts comme ça, on va faire arrêter le match, quoi.
C'est vraiment délicat, il faut réfléchir, il faut voir la manière de faire. Mais ils doivent trouver une solution, ça c'est sûr. Oui, parce que malgré tout, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que les Italiens soient plus racistes que les autres. Mais aujourd'hui, les cas de racisme, il y en a encore en Espagne, mais de manière générale, si tu prends l'Allemagne, si tu prends l'Angleterre, si tu prends la France, il y en a très peu de cas de ce genre-là. Ah mais il y en a pas du tout, hein, parce qu'en France et en Allemagne, ils vont rigoler, dès qu'ils voient un petit Malien, ils vont faire une photo avec, et puis par derrière, tu sais pas ce qu'ils disent, hein. Je veux dire, si tu prends simplement les statistiques, alors moi, je ne veux diaboliser aucun parti politique, mais regarde le nombre de votes pour l'extrême droite en France, et puis le nombre de votes pour l'extrême droite en Italie. On est quasiment kiff-kiff, hein, mec. Ouais, il y a personne qui a le cul propre dans ce genre de choses. Oui, en France, c'est plus faux cul. C'est plus, tu vois, c'est plus par derrière. Ouais, en tout cas, c'est un sujet, je pense, qui a pas fini de faire parler l'Italie pendant les prochaines semaines, et je pense qu'il va quand même y avoir des mesures fortes les prochaines fois, parce que ça fait beaucoup réagir dans le monde du football aujourd'hui. Je te propose de revenir à des choses un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus liées au football. C'est, on va dire, la grosse information mercato de ce mois de janvier. C'est la signature d'Aaron Ramsey qui serait pratiquement bouclée. Le joueur aurait déjà passé une visite médicale à Londres ce week-end et il devrait signer donc dans les prochains jours même son contrat pour rejoindre la Juventus l'été prochain. La Juve aurait bien aimé anticiper ce transfert dès maintenant, mais Arsenal demande au moins 20 millions d'euros, donc ils disent que ça en vaut pas la peine, et donc Aaron Ramsey devrait être la première recrue de la Juve cet été, et selon les premières rumeurs, serait même le joueur le mieux payé au club après Cristiano Ronaldo. On parle d'un salaire annuel de 8 millions. Moi je trouve que c'est quand même un gros montant pour un joueur qui est talentueux, mais qui me paraît pas être encore dans cette classe-là, genre des joueurs les mieux payés de Serie A. Oui, sauf qu'un club regarde, en comptabilité, il y a une chose qui s'appelle l'amortissement annuel. Tu vois, et dans l'amortissement annuel, ils prennent le prix d'achat, le prix, son salaire, etc., etc. Et ils font une calcul sur 4, 5 ans, ils regardent combien le joueur coûte chaque année. Mais là, le prix d'achat est de 0. Donc, niveau amortissement, le joueur va coûter quasiment rien au club, ou en tout cas très peu. Donc c'est normal qu'il ait un salaire supérieur. Maintenant, si ça va créer des jalousies dans le vestiaire, ça je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, ce qu'on va lui donner en salaire, c'est totalement légitime, totalement normal. Moi, j'ai deux petites craintes, et comment dire, je suis content pour une chose et deux petites craintes. La première crainte, c'était que c'est un joueur, paraît-il, qui se blesse souvent. Alors, maintenant, on va se dire, à la Juve, il va moins jouer qu'à Arsenal. Il y a moins de matchs qu'en Angleterre, moins de matchs à jouer, etc. Donc il aura moins de pression physique. Donc normalement, ça devrait aller. Enfin, espérons, en tout cas, touchons du bois. La deuxième chose qui me fait un peu peur, c'est que généralement, les joueurs britanniques ne réussissent pas en Italie. Généralement, c'est très rare. Évidemment, il y a deux exemples à la Juve, qui est Liane Brady, c'était dans les années 80, et surtout John Charles, je veux dire John Évidemment, Charles. John Charles. Voilà, c'est, enfin, tu vois, je peux pas, on en a 24 minutes de podcast, je pourrais en parler pendant 50 minutes, mais John Charles, c'est un grand joueur et un grand homme, et une fois on en parlera. Et voilà, il y a des exceptions, évidemment. Alors, dans les bons côtés, c'est que c'est un joueur, Ramsey, au début de sa carrière, c'était purement un joueur créatif. C'était un Pjanic, mais encore plus créatif, tu vois. Je te parle pas de niveau de talent, je te parle dans le style. C'est un joueur totalement créatif. Et là, maintenant, il s'est transformé un peu en box-to-box. Il est capable d'un peu tout faire, tout en n'ayant pas perdu ses côtés créatifs. Donc, je suis quand même impatient de le voir. Et c'est une bonne recrue. Il est relativement jeune, je pense. Il a quoi, 28 ans, je crois? Enfin bon, bref, il est pas très vieux. Oui, c'est ça, il me semble. Oui. Voilà, il est pas très vieux, donc c'est un joueur qu'encore pendant, sur papier, encore pendant 5-6 ans, il est au top, quoi. Donc c'est un joueur relativement jeune, et dans le pire des cas, il réussit pas, mais l'année prochaine, tu le vends, mais tout de suite, ce type de joueur, hein. Un joueur qui a de l'expérience en première ligue, qui est international, qui a un nom connu dans le monde entier. Je veux dire, non, la Juve fait encore une fois sur les joueurs à zéro, ben on est des requins, on est trop fort, quoi. Voilà. Moi, je pense en fait que, alors c'est un joueur qui a beaucoup évolué, comme tu l'as dit, hein, il a joué pratiquement à tous les postes du milieu de terrain et même un peu en attaque sur ses 10 saisons passées à Arsenal. Mais moi, je pense en fait qu'il va tout simplement prendre la place de Khedira. C'est-à-dire que pour moi, ça m'a l'air d'être un joueur en fait un peu comme Khedira quand il est arrivé à la Juve justement. On avait des doutes aussi sur l'état de physique de Khedira, si tu te rappelles bien justement. Et ces deux premières saisons, elles ont quand même largement été à la hauteur de ce point de vue-là. On a été vite rassurés.
Donc peut-être qu'on va réussir à le mettre sur pied. Je crois qu'il se blesse un petit peu moins en plus vraiment sur les derniers mois. Je crois pas qu'il ait eu un temps de jeu inférieur par exemple alors c'est peut-être pas la meilleure référence mais à Claudio Marchisio, on va dire, quand il était titulaire à la Juve. Donc je pense que oui, ça va être un peu un profil à la Khedira, dans le sens que ça va être un joueur qui va beaucoup s'insérer dans les espaces, et ça Khedira le faisait très bien quand il jouait encore au football, et c'est un profil justement qui plaît beaucoup à Allegri, ça, ce genre de milieu mezzala qui s'infiltre dans les espaces et puis qui est capable de marquer, parce que comme Khedira, Ramsey a déjà passé des saisons à plus de 10 buts, je crois qu'il y en a eu au moins 2 dans sa carrière. Et puis voilà, la capacité à faire les gestes simples aussi, à côté de Pjanic, les petites passes latérales, les petites passes vers l'avant, comme Khedira le faisait très bien à son arrivée. Voilà, il y a des petits défauts au niveau défensif, il est pas encore parfait parce qu'il est pas très bon par exemple dans l'un contre un. Mais sur le papier, je pense que ça peut être une sorte de Khedira régénéré, et puis on se sépare de l'Allemand, voilà, qui est vraiment arrivé au bout du rouleau maintenant. On le remercie pour ce qu'il a fait, mais on en a beaucoup parlé dans le podcast, mais c'est juste plus possible. Et puis voilà, on se retrouve avec un joueur plus jeune. Mais aujourd'hui, alors Matuidi, je pense qu'il va forcément décliner parce que il commence à vieillir et c'est un joueur qui est vraiment basé sur le physique. Mais aujourd'hui, dans un milieu Pjanic, Bentancur, Matuidi, la place de Ramsey titulaire, elle n'est pas acquise automatiquement, et d'accord, il arrive à paramètre zéro, mais un tel salaire, ça pose quand même un statut dans le vestiaire, et c'est vrai que si tu donnes ça à un joueur qui finalement n'est pas un titulaire indiscutable, parce que voilà, j'ai cité Pjanic, Bentancur, Matuidi, mais il y a aussi Emre Can qui pousse derrière, donc là, si vraiment Ramsey arrive et qu'on perd personne au mercato estival, on va avoir quand même un sacré milieu. Ouais, mais bon, pour 3 postes, avoir 6 milieux, d'autant plus que Khedira s'en va, il sera vraisemblablement remplacé par un jeune et pas par un... Enfin, je suppose. Donc, non, il va jouer Ramsey. Hein. Il jouera pas tous les matchs, évidemment. Il aura moins de pression physique à Arsenal, mais il va jouer. Hein. Ça va être le remplaçant naturel de Pjanic, à mon avis. Oui, mais si tu veux, moi, qui va jouer, d'accord, mais je pense quelqu'un avec un salaire de 8 millions annuel, il doit être un titulaire indiscutable et pas juste un joueur de complément qui enchaîne les matchs, mais qui est aussi remplacé. Ouais, mais je pense que c'est trop focalisé sur le salaire. Vraiment, il faut regarder le prix d'amortissement. C'est ça qui compte. La Juve, pour eux, c'est un joueur qui financièrement va pas peser beaucoup. Hein. Voilà. Mais non, évidemment, les autres joueurs vont pas comprendre ça. Ils vont se dire, mais lui, il est payé plus que moi. Oui, pourquoi? Il n'y a pas de raison alors que je joue plus. Oui, là, ça risque de créer des petits problèmes. Mais sinon, financièrement, il va pas coûter grand-chose à la Juve. Gratos, quoi. International, un grand joueur en plus. Non, mais c'est une super opportunité de mercato là-dessus, rien à dire. Ouais. Allez, pour conclure, je te propose de dire un petit mot sur la Supercoppa qui va se jouer ce mercredi. Hein. On est en janvier. Cette année, ça se joue en Arabie Saoudite. Un coup, ça se joue en Chine. Un coup, ça se joue à Rome. Enfin, on n'y comprend plus rien. D'ailleurs, le fait que le match se dispute en Arabie Saoudite a créé quelques polémiques en Italie par rapport aux droits des femmes qui sont interdites dans certaines tribunes. Dans d'autres, elles peuvent y aller seulement avec un homme. Enfin bon, on va faire un petit peu abstraction de vis pour parler de ça, pour parler football. Mais voilà, quel est ton sentiment un petit peu sur cette Supercoppa? Ouais, on va pas parler de politique, on en a déjà trop fait. Alors pour moi, il n'y a pas d'autre issue que la victoire. Hein. Je veux dire, on va pas se mentir. À tous les postes, il y a 2 classes d'écart avec eux, sauf peut-être des Chilio Conti, mais bon, voilà. Alors oui, c'est une coupe en bois, mais perdre contre un rival historique qui est beaucoup moins fort que nous, ça ferait mal à l'anus, je l'avoue. Donc pour moi, on gagne pas. Je serais vraiment pas content, hein, parce que pour moi, il n'y a pas photo. D'accord. Bah après, moi, je vais te dire, je trouve que la Supercoppa, déjà en été, je pense pas qu'elle a une grande valeur. Si tu veux, on a gagné le championnat, on a gagné la Coupe d'Italie, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on est le super champion, entre guillemets. Mais après, voilà, la Supercoppa, à l'avoir exportée comme ça, pour moi, elle vaut pas plus que le Trofeo Team. Alors, moi, j'aime bien dire que la Juve, elle doit rien laisser ses adversaires et surtout pas les miettes. Donc, si on la gagne, tant mieux. Mais si on la perd, ça me contrarie pas plus que ça. Pas plus que ça, parce que d'ailleurs on l'a perdu il y a 2 ans dans les mêmes circonstances contre le Milan au tir au but. Qui s'en rappelle? Bah, les Milanais, ils en parlent encore aujourd'hui. Ouais, mais je crois que les Milanais aujourd'hui, ils aimeraient plus jouer avec des champions plutôt que de se consoler avec un arrêt de Donnarumma sur penalty. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais ils arrêtent pas d'en parler, donc on va leur priver la joie d'en parler, tu vois. Oui, non, mais après, tant mieux pour eux s'ils arrivent encore à se consoler avec ça. Mais voilà, j'espère qu'on va la gagner parce qu'évidemment, je suis tifoso de la Juve, donc j'espère qu'on va gagner tous les matchs. Mais bon, je trouve vraiment que ce trophée a perdu toute sa valeur. Voilà, je suis d'accord avec toi.
Eh bien, je te donne rendez-vous pour la semaine prochaine. On essaiera de revenir un petit peu sur cette Supercoppa et puis il y aura un match également. C'est le début de la phase retour en championnat. Ce sera lundi prochain, parce qu'avec le retour d'Arabie Saoudite, c'est décalé et ce sera donc contre le Chievo Vérone à domicile. Donc pour le grand retour de la Serie A. À la semaine prochaine, Calo, et puis bonne semaine à tous. Ciao. Allez, bonne semaine à tous. Salut.